Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre épisode hebdomadaire de Mission Midget 3. Nous sommes de retour donc en ce mardi 11 février 2020. Après une semaine, la semaine dernière, où finalement il n'y a pas eu d'épisode, toutes mes excuses, on a eu quelques problèmes ici et là au fil de la semaine dernière, qui nous ont retardé un peu et qui finalement ont dû annuler notre épisode la semaine dernière. Alors pardonnez-nous, mais nous sommes de retour donc cette semaine pour repartir la machine, comme on dit, avec nos rendez-vous hebdomadaires de Mission Midget 3A. Cette semaine, un gros épisode où je parlerai avec l'entraîneur-chef du Rousseau Royal de Laval-Montréal, Joey Bucci, mais je parlerai également aussi avec un ancien gardien de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, un ancien gardien de la Ligue nationale de hockey, maintenant analyste à la télévision, dont chez nous à RDS, Martin Biron, qui sera avec nous pour revenir un peu sur la saison qu'il avait eue, lui, avec les Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue en 1994 à l'époque. Alors, j'ai bien hâte de lui parler tantôt pour parler un peu de ces souvenirs-là, comme on l'avait fait il y a 2 semaines un peu avec Daniel Brière. Ça fait plaisir de revoir de ces anciens qui ont des bons souvenirs de leur saison Midget 3 et avec qui on pourra parler dans quelques minutes. Alors, comme je vous le disais, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu d'épisode, ce qui fait donc que j'ai quand même quelques nouvelles à vous parler des 2 dernières semaines d'activité qu'on a eues. On avait enregistré notre dernier épisode le 28 janvier dernier. Alors, depuis ce temps, on peut dire qu'il s'en est passé des choses à travers la Ligue Midget 3A. Je vais commencer de manière un peu chronologique. Il y a 2 week-ends où on avait eu plusieurs matchs, évidemment. Ce qu'on avait retenu de ce week-end-là, des premiers jours de février, le 1er 2 février et 31 janvier, ça avait été les 2 victoires des Lions du Lac-Saint-Louis contre les cantonniers de Magog au cours de cette semaine-là. Magog avait la chance de remporter le titre de la section le vendredi soir et aussi de remporter une 11e victoire de suite. Et les Lions les ont privés de cette 11e victoire de suite qui aurait été un record d'équipe pour les cantonniers qu'ils n'ont donc pas battu et qui aurait également assuré le titre de la section pour Magog. Lac-Saint-Louis l'a emporté à ce moment-là, ce qui les a donc privés de cette victoire-là. Le lendemain, Magog a tout de même confirmé le championnat de la section en ne jouant pas le samedi, mais avec défaite des autres équipes dans leur section. Ça a confirmé le titre. Mais vendredi soir, ça avait été quand même le match qu'on avait le plus surveillé, le vendredi 31 janvier. Et les Lions qui, quelques jours plus tard, l'ont également emporté encore contre les cantonniers de Magog le 5 février, le mercredi soir. Alors, ça a fait quand même 2 victoires en l'espace d'une semaine pour les Lions contre la meilleure formation de la Ligue et les meneurs au classement général par le fait même. Alors, ça avait été 2 grosses victoires. On en avait parlé avec l'entraîneur-chef des Lions du Lac-Saint-Louis, Jerry Gomez, il y a 2 semaines. Son équipe monte en puissance et comme c'est le cas à chaque année, on dirait que les Lions, après Noël, ils deviennent de plus en plus difficiles à battre. Alors, on en a eu un exemple avec ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Il y avait également eu une victoire des Chevaliers de Lévis 5-2 contre le Séminaire Saint-François le 31 janvier, oui. Je vous en parle parce que ça va devenir une lutte d'ici à la fin de la saison. Il reste quelques semaines maintenant à cette saison régulière 2019-2020 et ça va être une lutte qu'on va surveiller pour le sommet de la section où jouent le Lévis et le Séminaire Saint-François. C'est 2 équipes qui sont au coude à coude et qui jouent très bien depuis un mois. Les 2 équipes sont relativement en feu, comme on pourrait le dire, depuis le début de l'année 2020. Et d'ici à la fin de la saison, les confrontations entre ces 2 équipes vont assurément être à surveiller. Alors celle-là, le 31 janvier, Lévis l'a emporté 5-2 finalement pour prendre un peu l'ascendant sur son équipe à ce moment-là. Il y a une équipe qui va terminer au 2e rang du classement général et l'autre terminera au 4e rang du classement parce que les 3 premières positions sont occupées par les 3 meneurs de section. Alors il y a quand même un enjeu là, qui pourrait devenir déterminant là, dans la suite des choses en séries éliminatoires dépendant de qui aura terminé au 2e et qui aura terminé au 4e rang. Parlant de Lévis, le gardien Thomas Couture a retenu l'attention lors de ce week-end, il y a 2 semaines, pour les Chevaliers, en devenant le meneur à vie pour les victoires chez les gardiens de but, chez les Chevaliers de Lévis. Avec sa 36e victoire en carrière, il a battu le record d'Anthony Dumont-Bouchard, qui avait eu 35 victoires entre 2013 et 2015. Il est maintenant, Thomas Couture, au 7e rang de l'histoire parmi tous les gardiens de la Ligue. Ne se rendra pas jusqu'au 1er rang qui est détenu par Rémi Bergeron, qui avait eu 46 victoires entre 94 et 97. Mais il pourra encore grimper de quelques échelons, là, dépendant combien de victoires les Chevaliers récolteront d'ici à la fin de la saison. Alors, félicitations à Thomas Couture, le gardien des Chevaliers, qui est maintenant le recordman, comme on pourrait dire, des victoires chez les gardiens de but du côté des Chevaliers de Lévis. Cette semaine, maintenant, si on s'attarde un peu à ce qui s'est passé dans les derniers jours, vendredi soir, ce qui a retenu l'attention, c'est qu'il y a eu beaucoup de matchs annulés. Il y avait 6 matchs de prévus et la tempête aura eu raison finalement de 5 de ces 6 matchs. Cette tempête de neige qui a frappé un peu partout
au Québec et qui a annulé un paquet de matchs dans différentes ligues. Il n'y a pas juste la Ligue Midget 3 qui en a souffert de ça. C'était un peu partout. Et évidemment, on n'a pas voulu prendre de chance non plus avec les autobus qui doivent parcourir parfois de longues distances. Sur les autoroutes, c'était pas nécessairement la meilleure journée pour conduire. Et finalement, on a donc annulé 5 des 6 matchs qui étaient à l'horaire. Il y a un seul match qui a eu lieu finalement vendredi dernier. C'est quand même une distance considérable qui a été franchie pour ce match-là. Mais les Vikings de Saint-Eustache se sont rendus jusqu'à Amos en Abitibi pour jouer le seul match finalement vendredi soir. L'ont emporté. Ils l'ont emporté également le lendemain pour compléter un week-end parfait en Abitibi. 2 victoires pour les Vikings. Et sinon, si on remarque également, samedi, il y a eu des défaites de Lévis et du Séminaire Saint-François la même journée, ce qui n'était pas arrivé beaucoup depuis quelques semaines. Alors, la course que je vous parlais entre Lévis et le Séminaire Saint-François, cette journée-là, les deux équipes ont perdu. Je ne pense pas que ça va arriver nécessairement à de nombreuses reprises d'ici à la fin de la saison. Finalement, il y a eu seulement 8 matchs là, qui ont été disputés ce week-end. Ça a été un week-end, j'allais dire à l'eau, pas à l'eau, mais disons à la neige, là, qui a retardé beaucoup le déroulement de la fin de semaine. Tous ces matchs-là vont évidemment être repris dans les prochaines semaines. Le calendrier régulier de la Ligue termine le 28 février. Alors, d'ici à ce qu'on se rende au 28 février, on va avoir quelques matchs repris ici et là pour reprendre notamment les 5 matchs qui devaient être repris, qui devaient être joués plutôt vendredi soir dernier et qui ont été remis. Je voulais également vous parler du Blizzard du Séminaire Saint-François qui, dimanche, a organisé un match bien spécial dont on a parlé un peu sur les réseaux sociaux et qu'on a souligné sur les réseaux sociaux. Un match pour soutenir le cancer que vit un de leurs joueurs du niveau Pee-Wee, Antoine Marquis, qui est bien connu dans la région du Séminaire Saint-François. Son père également est impliqué dans le hockey mineur et dans le côté scolaire, le volet scolaire du Blizzard du Séminaire Saint-François. Et dimanche, on avait organisé pour le duel contre les riverains du collège Charlemagne une levée de fonds et pour soutenir un peu ce que vit ce jeune joueur de hockey, Antoine Marquis. Alors, ça a été bien souligné. Ça a été un franc succès, cet événement-là, où on avait appelé les gens là, pour plusieurs levées de fonds lors de cette journée bien spéciale. Alors, au final de tout ça, si on fait le bilan un peu, l'Intrépide de Gatineau a 5 victoires de suite, 4 de suite également pour le Rousseau Royal, dont on parlera avec leur entraîneur dans quelques instants. Et à l'inverse, 5 défaites de suite pour Ramos et Saint-Hyacinthe. Alors, ça fait le portrait un peu. Il y en avait beaucoup à vous dire avec ces 2 semaines d'activité que je voulais reprendre un peu à vous parler. Et je vous mentionne également, avant qu'on passe à notre première entrevue de la journée, les joueurs du mois de janvier. Ils avaient été annoncés il y a une semaine, mais je n'avais pas pu vous les communiquer, comme on dit. Alors, Michael Huchette des Gaulois de Saint-Hyacinthe, 13 points en 6 matchs. Joueur défensif, Pierre-Olivier Roy, qui a récolté 9 points en 7 matchs. Fiche de plus 6 et 24 tirs bloqués. Il a eu un excellent mois. Et la recrue U16 du mois, commanditée par Technique, c'est Nathan Morin des Chevaliers de Lévis. 8 buts, 5 aides pour 13 points en 7 matchs pour ce joueur de 15 ans qui a été excellent au cours du dernier mois. Alors voilà, ça fait le tour un peu pour ce que je voulais vous parler en ce début d'émission. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir avec nous Joey Boucher, qui est l'entraîneur du Rousseau Royal de Laval-Montréal. Salut Joey, ça va bien? Ça va bien, merci Jasmin, toi? Oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous, Joey, ce matin. J'avais hâte de te parler, Joey, parce que vous avez une belle saison à Laval-Montréal depuis le début de la saison 2019-2020. Vous êtes en tête de la section CCM et vous tentez de remporter votre premier championnat de section depuis 2012-2013. Ça fait quand même quelques années que Laval-Montréal n'avait pas eu une aussi belle saison. Parle-moi d'abord un peu de comment ça se passe de ton point de vue à toi d'entraîneur depuis le début de l'année. Je suppose que les commentaires sont positifs. Oui, les commentaires sont positifs. Il y a beaucoup de gens qui apprécient la manière dont notre équipe joue, vu qu'on a beaucoup de joueurs de 15 ans. Donc, on a 9 joueurs de 15 ans qui sont avec nous cette année. Ce n'était pas le plan initial, mais ces jeunes joueurs-là se sont taillés des postes avec nous. Je pense que ça fait en sorte que ça crée de l'engouement envers le Rousseau Royal. Je peux sincèrement dire que c'est un groupe qui est facile à coacher, auquel on a beaucoup de plaisir à enseigner au quotidien. T'en parles un peu de ces joueurs de 15 ans-là. Est-ce qu'on peut dire que ça t'a surpris un peu toi-même, les succès que vous avez eus cette saison, quand tu as vu le début de la saison avec la formation que vous aviez qui était un petit peu plus jeune? Est-ce que tu t'attendais à être en tête de ta section au mois de février, comme ça, à quelques semaines de la fin de la saison régulière? Non, pas du tout. On savait que c'était un jeune groupe. On savait que c'était aussi un groupe qui était combatif. Il y a quelques ajouts qui ont fait en sorte que au classement, on a réussi à gagner des matchs. Donc, on parle de nos 2 gardiens de but qui tiennent le fort depuis le début de la saison. On a aussi ajouté Michael Mastrodomenico qui apporte beaucoup à notre équipe. Puis sans
sans oublier les autres. On a une jeune défensive qui sont très fiables. Puis on est opportuniste en attaque cette année, malgré le nombre de buts qu'on score. Donc, on n'a pas une grosse attaque, mais on est opportuniste. Je pense que ça fait une différence dans nos matchs dans les dernières semaines. J'en parlais un peu en introduction de cette entrevue, Joey. Ça fait quelques années que le Rousseau-Royal n'a pas eu ses meilleures saisons, comme on dit. Toi, personnellement, c'est ta 5e année avec l'organisation, ta 3e comme entraîneur-chef. Est-ce que tu as l'impression d'avoir sous la main ton meilleur groupe depuis que tu es arrivé avec le Rousseau-Royal en 2015? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait 5 ans que je suis avec l'organisation. 2 en tant qu'entraîneur adjoint. C'est ma 3e en tant qu'entraîneur-chef. Je te dirais, c'est le groupe qui est le plus uni. Puis on peut voir la cohésion dans le groupe. Donc, quand je mentionnais plus tôt qu'il était le fun à coacher, les joueurs ont tant de plaisir à venir à l'aréna. Puis, nonobstant les résultats qu'on a, le groupe d'entraîneurs a beaucoup de plaisir à enseigner à ces jeunes-là. Je pense que dans nos valeurs d'équipe, d'être des bons teammates, les jeunes ils ont appris à travers ça. Puis, ça fait en sorte qu'on a du succès sur la patinoire. Je vais te parler un peu, Joey, du programme que vous avez à Laval-Montréal. Le Rousseau-Royal, c'est une des plus vieilles organisations de la Ligue. Il y a un programme qui est monté très solide là-bas, auquel tu fais partie depuis quelques années maintenant. Parle-moi du challenge un peu personnellement que tu as de diriger cette équipe-là. Je suppose que c'est une belle fierté quand même d'être associé à une des organisations les plus vieilles de ce circuit-là qui a eu beaucoup, beaucoup de succès au fil des 45 ans de l'histoire de la Ligue. Oui, tout à fait. C'est mon alma mater. Moi, j'ai joué pour le Rousseau-Royal, en fait, le Collège français en 99-2000. Et puis, c'est bien de retourner aux sources. Puis oui, c'est une grosse structure. Les joueurs proviennent d'un peu partout. Donc, on a des contraintes au niveau des écoles. Donc, on a des joueurs dans des écoles publiques, privées. Fait que les joueurs se déplacent pour venir à l'aréna. Moi-même, je suis enseignant à temps plein. Donc, c'est une tâche pleine par-dessus une tâche pleine. Puis, la fierté vient de là. Donc, tout le monde tire la couverte dans le même sens cette année. Ça fait du bien. Donc, oui, il y a une fierté à dire que l'organisation est là depuis longtemps. Puis, on a pris les bouchées doubles dans les dernières années pour essayer de tout mettre ça ensemble. T'en parlais un peu, je voulais t'amener également sur ce côté-là. Tu as joué, toi, avec le Collège français il y a quelques années maintenant. La Ligue Midget 3, elle a pris de l'expansion, on dirait, depuis quelques années encore. Dans la dernière décennie, ça continue toujours de grandir, cette Ligue. Parle-moi peut-être de la comparaison que toi, tu fais par rapport à quand tu étais joueur et que maintenant, tu diriges dans cette même Ligue. C'est une Ligue qui, en 20 ans, je suppose que tu l'as remarqué, comment elle a beaucoup évolué, comment elle prend de l'ampleur. Ah, c'est fou comment ça l'a grossi. Fait que, quand tu es joueur, tu t'occupes d'aller à l'aréna, passer du temps avec tes teammates, puis de jouer. Quand tu es du côté entraîneur, tu vois un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et juste dans les 5 dernières années, de voir l'aspect vidéo, l'aspect réseaux sociaux, l'aspect sport-études, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui deviennent une force, je pense, pour notre ligue, qui demande beaucoup d'ouvrage, puis qui fait en sorte qu'on peut mettre notre ligue en valeur. Donc, toute la programmation, les matchs en ligne, le Hockey TV, les gens ont accès au Midget 3, puis je trouve ça fantastique. Je voulais te parler également un peu du bassin que vous avez avec le Rousseau-Royal. Je parlais il y a quelques semaines avec l'entraîneur des Lions du Lac-Saint-Louis. Vous avez peut-être une situation similaire un peu, que nécessairement vous n'avez pas un grand territoire en termes de kilomètres comme tel, mais il y a un bassin de joueurs qui est gros quand même avec le territoire que vous avez à Laval-Montréal. Et ça vient aussi souvent de plusieurs horizons. Il y a des joueurs francophones, des joueurs anglophones. Vous en avez qui viennent de plusieurs cultures différentes. Parle-moi un peu du défi que tu as d'assembler tout ça ensemble en début de saison, puis d'amener les gars, comme on dit, à être dans une équipe et à former tout ça ensemble pour arriver à quelque chose de solide, ce qui est peut-être, je ne sais pas, plus difficile dans ce genre de contexte-là que lorsqu'on est dans une région où vraiment tout le monde vient du même endroit et où c'est assez similaire et assez homogène? Bien, le plus gros défi, je pense, c'est d'unir les joueurs. Le défi reste le même où, une fois que l'équipe est formée, c'est d'essayer de mettre le passé derrière nous autres et vraiment de focusser sur l'avenir puis le moment présent. Donc, oui, il y a des joueurs qui viennent de l'ouest de la ville, du nord de la ville, fait que le secteur s'étend énormément. Une fois que l'équipe est faite, puis que là, le transport est réglé, puis les écoles sont réglées, bien, ça devient plus facile à coacher. Ça fait quand même partie de ma tâche de régler tout ça. Mais l'aspect géographique des joueurs fait en sorte qu'on a certaines contraintes à respecter. Et c'est un défi de ce côté-là de rassembler tout le monde, justement pour qu'on puisse coordonner nos activités au quotidien de façon simple.
Tu parlais du moment présent et du futur. Le moment présent et le futur pour le Rousseau Royal, c'est la fin de la saison qui arrive, puis les séries éliminatoires qui s'en viennent. Parle-moi un peu de comment tu abordes ça, ce défi-là. Tu en parlais en début d'entrevue. Tu as une équipe jeune. Je suppose que maintenant, avec les résultats que vous avez eus cette année, vous allez vouloir aller le plus loin possible en séries éliminatoires, et tu le sais que tu as une équipe qui peut aller loin en séries éliminatoires. Vous l'avez prouvé en saison régulière. Comment tu approches ce défi-là pour les prochaines semaines? C'est de tout mettre ensemble dans nos 6 derniers matchs. Donc, on veut aller dans les séries avec beaucoup de confiance, puis surtout créer une chimie dans notre groupe pour ce dernier push-là. Donc, on sait que les séries, c'est un autre match. Donc, on va se baser sur les joueurs qui étaient là l'an dernier, d'essayer de partager leur expérience en série. Comme qu'on a un groupe de joueurs qui est assez jeune, je pense qu'ils sont encore un petit peu inconscients de ce qui s'en vient. Donc, c'est d'essayer d'éduquer notre équipe aux tâches qu'on a à faire d'ici les séries et surtout de rentrer dans les séries dans un bon état d'esprit. Merci beaucoup, Joey. Je vais te souhaiter la meilleure des chances pour ces séries-là. Vous allez avoir un bon momentum, je pense, pour rentrer en série. Vous avez eu une belle saison et, comme tu en parlais, une équipe opportuniste qui a réussi à saisir ses chances. Alors, bonne chance d'ici à la fin de la saison. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Jasmin. Bonne journée. Salut, bonne journée. Bon. Alors, merci beaucoup à Joey Boucher. C'était l'entraîneur-chef du Rousseau Royal de Laval-Montréal qui nous a parlé au cours des dernières minutes de son équipe qui l'a vu cette saison avoir une saison qui n'était peut-être pas autant attendue que celle qu'elle a avec plusieurs joueurs de 15 ans. Alors, on va leur souhaiter la meilleure des chances pour les séries éliminatoires qui vont commencer d'ici quelques semaines. Je vous en avais parlé en début d'épisode. J'ai un invité spécial ce matin qui est avec nous, un ancien joueur de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, mais un ancien de la Ligue nationale également, un de ceux de la Ligue Midget 3 qui a fait son chemin jusqu'à la Ligue nationale, et c'est un plaisir de lui parler ce matin en direct de Buffalo aux États-Unis. Martin Biron est avec nous. Salut Martin, ça va bien? Ça va super bien. Je suis bien content de faire partie de cette aventure de ton podcast. Parler du midget, c'est le fun. Écoute, Martin, on va en parler au cours des prochaines minutes. Tu as joué une saison dans la Ligue Midget 3 en 1993-94 avec les Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça fait 25 ans maintenant et même un peu plus. Quand on t'en parle de l'aventure Midget 3, c'est quoi le premier mot qui te vient en tête quand tu repenses à cette saison-là un peu? Les premiers souvenirs rapides qui te reviennent? Aventure, je pense que c'est le mot qui me vient en tête. Écoute, surtout pour moi, de partir de Québec, d'aller dans la région d'Abitibi-Témiscamingue, d'être à 7h30, 8h de chez moi, dans une famille. Écoute, je m'attendais, si j'allais faire mon cheminement vers le junior majeur, à partir probablement à 17 ans ou 18 ans, mais jamais à 16 ans comme ça, d'avoir un appel. Là, j'ai eu 16 ans le 15 août 1993 et le 16 août, le lendemain, je recevais un appel de Serge Trépanier de la MOS qui me disait que si tu veux jouer Midget 3, il faut que tu t'en viennes avec nous autres ici. Le camp d'entraînement va recommencer là, dans 2 jours. Alors, ça s'est fait vite, puis c'était une aventure, puis j'ai très bien aimé ça. On va en parler un peu de la manière qui t'a amené jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. Toi, tu étais un joueur qui était dans le bassin original des gouverneurs de Sainte-Foy, de la région de Québec. Et à l'époque, les gouverneurs ne t'avaient pas protégé sur une liste de protection qu'ils avaient remis à la Ligue avant le début du camp d'entraînement, ce qui t'avait rendu disponible pour les Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue, qui, eux, allaient chercher des joueurs à travers d'autres équipes de la Ligue pour combler un peu leur bassin qui était plus faible à l'époque. Mais comment tu avais vécu ça, toi, personnellement? D'abord, la déception peut-être de ne pas avoir été protégé, puis cette nouvelle-là ensuite de quitter vers l'Abitibi? Comme je te dis, c'est arrivé assez vite. Hein? Alors, je m'attendais à aller prendre mes cours de conduite ou passer mon permis de conduire à 16 ans. Et là, je reçois un appel et on doit prendre une décision assez vite. Et je me souviens, moi, ma mère, elle disait toujours, les études, c'est le numéro 1. Il faut que tu mettes ça là, sur la priorité numéro 1. Alors, elle n'était pas en faveur que je parte mon année secondaire 5 avant d'aller au cégep et de dire je m'en vais là, dans une nouvelle région avec une nouvelle école et tout. Mais mon père, comme l'a convaincu, et a dit regarde, on va y donner la chance. J'étais quand même quelqu'un de responsable et de mature à 16 ans. Alors, ils ont dit tu peux aller, essayer. Premièrement, on ne sait pas si tu vas faire l'équipe. Ça se peut que tu reviennes avec les gouverneurs de Sainte-Foy ou que tu joues dans une autre organisation. On va essayer ça. Et la seule chose qu'on te demande, c'est que tes notes continuent à être le même rendement que tu nous donnais. J'étais un bon étudiant. J'étais dans les alentours des 90 %. Alors, si mes notes baissaient, ma mère, elle embarquait dans son char et elle venait me chercher en Abitibi. Alors, c'était c'est de ça que tu avais le plus peur? C'est ça que j'avais peur. Alors, je me suis concentré sur mes notes et le hockey aussi, mais c'était la seule chose qu'ils m'ont demandé, c'est de performer à l'école. Puis
ils m'ont donné la chance et je voulais respecter ça aussi, qu'ils m'aient donné la chance d'aller jouer Midget 3 en Abitibi. Parle-moi un peu sur le plan hockey de comment ça s'était passé cette saison-là. J'ai fouillé un peu, puis honnêtement, t'es assurément le joueur le plus connu de cette édition-là des Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue en 93-94. Il y en a un seul, si je me trompe pas, qui joue toujours au hockey. Je l'avais trouvé, le Kevin Bolduc, qui joue toujours dans la Ligue nord-américaine depuis quelques années maintenant. Mais au niveau hockey, qu'est-ce que tu te rappelles un peu de tes coéquipiers? Est-ce que tu as gardé contact avec eux avec les années? Comment ça s'était passé? C'est sûr que j'ai perdu un peu contact. On n'avait pas les cellulaires, puis il n'y avait pas là, les réseaux sociaux et tout. Mais je me souviens, le gardien de but avec qui j'ai joué, son nom, c'était Martin Bradette. Lui, c'était un gars de Laval. La même chose est arrivée aux joueurs de Laval-Laurentides-de-la-Naudière. Il y avait une liste de protection. Et on était les deux gardiens de but de l'extérieur. On s'appelait tous les deux Martin. Alors, on avait une complicité. On était bien amis. On travaillait très bien ensemble. Ça a été une saison là, vraiment là, de développement pour moi. On n'avait pas une super de bonne équipe, mais on était vraiment un groupe qui se tenait ensemble à l'école, à l'extérieur. On faisait beaucoup de voyages dans l'autobus. Alors, on se connaissait très, très bien. Je me souviens, mon premier match dans la saison régulière, on avait été joué contre les riverains du Richelieu, je crois. Et j'avais reçu quelque chose comme 76 ou 77 lancés. On avait gagné 6-5. Et le Journal de Montréal, le lendemain matin, c'était Marc Lachapelle, je pense, qui écrivait pour le Journal de Montréal dans le temps. Il avait écrit « Les Forestiers en avance de 2 mois sur la saison dernière parce que ça avait pris 2 mois aux Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue à remporter le premier match l'année avant que j'arrive là. Et là, lors de notre premier match, j'avais fait quelque chose comme 72 arrêts et on avait remporté la rencontre. C'était vraiment là, un feeling incroyable. Et le reste de la saison s'est très bien déroulé. J'ai remporté le trophée Ken Dryden cette année-là au meilleur gardien de but Midget 3, malgré la grosse compétition. Écoute, Jean-Sébastien Aubin était avec Montréal-Bourassa, Marc Denis était avec les cataractes de Shawinigan ou de Trois-Rivières, quelque chose comme ça. Alors, il y avait beaucoup là, de la grosse compétition dans le Midget 3 cette année-là. Parle-moi un peu peut-être du sentiment d'appartenance que tu as développé avec les Forestiers parce que tu es arrivé là-bas comme un gars de Québec qui arrivait à 7 heures de route de chez eux. Là, tu parles un peu de ce début de saison-là un peu fou que tu as eu. Comment ça s'est passé pour t'identifier un peu à cette équipe-là des Forestiers puis vivre la saison que vous avez eue? Bien, premièrement, j'ai une très bonne famille de pension. Écoute, c'est la première chose. Tu te déplaces, tu as l'entourage de ta famille à la maison et là, tu te retrouves loin. Et j'avais déjà joué avec un joueur qui avait été aussi sélectionné par les Forestiers quand j'étais à Beaubourg l'année Bantam 2A. Alors, Danny Villeneuve était mon coéquipier avec les Seigneurs de Beaubourg. Il s'en vient avec nous en Abitibi-Témiscamingue et son oncle et sa tante restaient à Amos. Alors, Danny, lui, est allé directement emménager chez son oncle et sa tante. Et là, mes parents avaient parlé avec les parents à Danny et ils avaient dit est-ce que la famille voudrait en avoir un deuxième? Est-ce qu'il voudrait avoir Martin là aussi? Je pense que ça serait bon pour lui d'être avec quelqu'un qu'il connaît, avec une famille que vous connaissez. Alors, ça m'a vraiment aidé. Je pense que la famille de pension a vraiment été là, A+++ pour moi, à être encadré dans un bon environnement. Les deux petits gars qui restaient là, Simon et Gabriel, il y avait quoi? Il y avait 6 et 8 ans peut-être. Alors, on se sentait vraiment comme on faisait partie de la famille. Alors, c'était vraiment le fun. Et la ville, l'organisation, écoute, ils ont ouvert là, le bras et nous ont vraiment là, amenés à vivre à Amos. C'était vraiment excellent. Encore une fois, je suis retourné en Abitibi seulement une couple de fois depuis que je suis parti des rangs juniors. Et une fois, c'est lorsqu'ils ont retiré mon gilet, une cérémonie, une célébration à l'Arena. Et j'ai, encore une fois, là, été vraiment impressionné par l'organisation et le monde de l'Abitibi-Témiscamingue. Martin, chaque joueur qui se rend à la Ligue nationale a son histoire à lui, a son moment dans sa carrière où ça a tourné du bon côté. Est-ce que ça t'arrive de te dire, toi, un peu, qu'est-ce qui serait arrivé si les Forestiers ne t'avaient pas sélectionné après que tu aies été retranché ou en tout cas pas protégé par les gouverneurs? C'est une histoire un peu spéciale quand même. Un gardien qui n'avait pas été protégé par son équipe Midget 3A, qui est finalement le meilleur gardien de la Ligue cette année-là et qui joue 500 matchs dans la Ligue nationale. C'est un moment charnière pour toi quand même, là. Oui, ça m'a aidé à mon développement. Comme je te dis, à 16 ans, c'est un âge très important au développement humain, pas juste développement sportif, mais humain aussi. Alors, ce que ça m'a aidé, c'est l'année d'après, alors que j'avais 17 ans, dans les rangs juniors majeurs avec les Harfans de Beauport.
j'étais mature, j'étais mieux préparé parce que j'avais vécu cette expérience-là l'année d'avant. Beaucoup de joueurs à 17 ans se déplacent pour aller jouer junior. Alors là, ils sont dans une famille différente. Ils sont avec des joueurs de 18, 19 et 20 ans. L'environnement est différent. Alors pour moi, d'avoir eu cette expérience-là à 16 ans, avec d'autres joueurs de 16 ans, m'a vraiment donné la chance de performer lors de ma première saison junior majeur à Québec. Malgré que je suis revenu à la maison, je suis rentré chez mes parents à 17 ans. J'ai fait un peu l'inverse. Ouais. Mais cette année-là, à 16 ans, là, m'a vraiment aidé au côté développement humain. Puis je dois vraiment ma carrière à cette saison-là là, dans la Ligue Midget 3. Je vais te parler un peu, Martin, comme tu en parlais tantôt, des gardiens de but qu'il y a eu au Québec dans ces années-là. Tu étais dans une période où le Québec a fourni des gardiens de but à la Ligue nationale et au rang professionnel, comme c'est pas possible d'en fournir. L'année où tu as été repêché en première ronde, en 95, je ne sais pas si tu l'avais déjà remarqué, mais il y a eu 3 gardiens québécois qui avaient été repêchés en première ronde. Toi, Jean-Sébastien Giguère et Marc Denis. Écoute, je pense que tu es encore mieux placé que moi pour me dire que je pense pas qu'on va revoir ça de sitôt et je ne sais pas si ça va réarriver un jour. Déjà 3 gardiens en première ronde, peu importe d'où ils viennent. On n'a pas vu ça depuis plusieurs années. C'était des années vraiment où le Québec dominait au chapitre des gardiens de but. Parle-moi un peu de ces années-là, la compétition que vous aviez chacun entre vous, parce que je suppose que vous vous connaissiez tous un peu. Et c'est des années où à chaque année, il y en avait plusieurs qui sortaient qui étaient dominants. On se connaissait très bien, puis la compétition était très, très, très élevée. Écoute, j'étais tellement fâché, choqué que j'avais pas été le premier gardien de but repêché lors de cet encamp-là de la Ligue nationale que les Whalers d'Hartford avaient pris. Jean-Sébastien Giguère, écoute, j'étais choqué. J'étais le meilleur espoir. J'avais eu une bonne saison, une meilleure saison. J'avais battu Jean-Sébastien Giguère en première ronde dans les séries éliminatoires. Il jouait à Halifax. Moi, je jouais à Beauport. On les avait battus en 7 matchs. Ça avait été là, vraiment une année de rêve. Et, parce que Jean-Sébastien avait aussi joué avec le Collège français de Verdun à 16 ans. Alors, il y avait 2 années juniors. Je pense que les Whalers d'Hartford se sont dit qu'il y avait plus d'expérience. Et oui, Jean-Sébastien a une carrière incroyable. C'était un bon choix. Mais il y avait une compétition à l'interne, que ce soit là, Marc Denis, moi, Jean-Sébastien Giguère et plusieurs autres qui se sont rendus dans les rangs professionnels. Il y avait une grosse compétition interne. Mais aussi, on se connaissait, comme tu l'as mentionné, parce qu'on fréquentait probablement les mêmes écoles de hockey. Puis, le développement des gardiens de but dans les années 80-90 passait par François et Benoît Allaire. Écoute, on a tous été à l'école de hockey Cogent, à Sainte-Thérèse, à Boisbriand, et on restait là pendant une semaine. On était en pension là, dans les chambres de pension là, au collège, là, juste à côté de l'aréna, et on se connaissait tous, mais vraiment, le développement des gardiens de but au Québec passait par François et Benoît Allaire. Et après ça, c'est venu un phénomène un peu à travers du Canada, à travers de l'Amérique du Nord, et maintenant, c'est au travers du monde. Les Suédois sont très bons, les Finlandais sont très bons, les Russes sont très bons. Alors, j'espère que le Québec va reprendre sa place dans le développement des gardiens de but, mais c'est beaucoup plus difficile à cause que le reste du monde a monté le cote là, pour en revenir au niveau des Québécois. Si tu avais peut-être une opinion personnelle à nous partager, je sais que tu vis aux États-Unis maintenant puis tu es peut-être moins proche de la structure de Hockey Québec depuis plusieurs années, mais est-ce qu'il y a quelque chose que toi, si ça dépendait que toi, on changerait pour améliorer le sort des gardiens de but québécois un peu? Il y en a beaucoup moins depuis 15 ans maintenant, puis toi, tu l'as été de près, tu as été gardien de but. Est-ce qu'il y a quelque chose, selon toi, qu'on fait moins bien qu'avant? Est-ce que c'est les écoles de gardiens de but dont tu parles qui seraient la solution? Ou? Moi, je pense que la solution passe par la Ligue nationale. J'aimerais beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont ne pas là, aimer ce que je vais dire, mais j'aimerais que le repêchage monte d'une année. Comment dire, au lieu de repêcher des jeunes de 17 qui vont avoir 18, de repêcher des jeunes qui vont avoir 19 ans. Alors, à ce moment-là, tu donnes le temps de développement. Les gardiens de but ont besoin de temps de développement. J'ai été chanceux. J'ai joué comme gardien de but numéro 1 à 17 ans dans la Ligue junior majeure du Québec, mais on ne voit pas ça présentement, des 17 ans ou même des 16 ans qui ont la chance de jouer beaucoup de matchs dans les rangs juniors. Alors, tu ne te fais pas repêcher, tu joues à 18 ans, mais là, tu es déjà passé ton année de repêchage. Alors, les équipes regardent les 17 ans et veulent repêcher des joueurs talentueux. Alors, je pense que si la Ligue nationale et si les rangs professionnels montaient l'âge de leur année de repêchage, ça donnerait la chance aux gardiens de but partout dans le monde, mais surtout aux gardiens de but qui jouent dans la Ligue junior majeure du Québec, dans la Ligue d'Ontario, dans la Ligue de l'Ouest, de pouvoir se donner une année de plus à développer
et en même temps donner aux dépisteurs la chance de vraiment voir le développement et de s'assurer de la performance d'un gardien de but. Je pense que c'est difficile à cette heure de repêcher des gardiens de but qui ont 17 ans et de vraiment avoir se projeter 5 ans plus tard. C'est ça, c'est vraiment difficile d'avoir une idée de ce que ces gardiens de but-là vont avoir de l'air dans 5 ans plus tard. C'est une opinion que j'ai souvent entendue dans les dernières semaines, puis je pense que je vais organiser une table ronde, comme on dit, pour en parler, parce que tu n'es pas le premier qui me parle de ce point-là. Toi qui es analyste à la télé aux États-Unis, est-ce que ça arrive que tu en entendes parler de ce sujet-là? Tu ne dois pas être le seul à avoir cette opinion-là. Puis est-ce que tu as l'impression que la Ligue nationale y pense parfois à le faire ou c'est pas du tout dans les plans de quelque chose qui va arriver dans un futur proche? Écoute, j'ai eu la chance de jouer avec Pat Lafontaine ici à Buffalo et j'ai eu la chance de le côtoyer quand il revenait à Buffalo et son travail avec la Ligue nationale. Pat Lafontaine est un de ceux qui a approché, qui a amené l'idée à la Ligue nationale il y a quelques années. Je pense que ça n'a pas été développé, pas encore été discuté autant que je le voudrais ou que je l'aimerais, mais je pense que c'est quelque chose qui, dans les 2-3 prochaines années, va probablement être encore un point chaud de discussion. C'est sûr qu'il y a toujours 1, 2 ou 3 joueurs de 18 ans qui sont prêts pour la Ligue nationale. Des Connor McDavid, des Jack Eichel, des Austin Matthews. Mais même si on regarde Austin Matthews et Jack Eichel, c'était des joueurs qui sont nés au mois d'octobre, mois de novembre. Alors, ils étaient une année plus vieux et ils étaient plus prêts. Ils étaient des late. Alors, ils étaient plus prêts pour la Ligue nationale. Mais moi, ce que je ferais, là, c'est que pour la première ronde, la première ronde de la Ligue nationale, je mettrais la possibilité de repêcher des 18 ans. Et de la deuxième ronde et plus, juste des 19 ans. Je pense que ça donnerait aussi la chance aux équipes de vouloir garder le choix de première ronde et dire, si on veut repêcher un 18 ans, on a besoin de ce choix de première ronde-là. La différence entre le 31e choix au total et le 32e choix au total, c'est une grosse différence. Il y en aurait une différence. Là, il n'y en a pas. Alors, l'équipe qui gagne la Coupe Stanley se dit, hey, on donne notre choix de première ronde, on s'en fout. On va avoir la chance de repêcher des gars en deuxième ronde. Présentement, c'est le même que ça se passe. Si on changerait la formule, ça l'amènerait des choses différentes. C'est un point très intéressant. Je pense qu'on va parler dans les prochaines années, assurément. Finalement, Martin, en terminant, je voulais te demander un peu. Tu en as vécu tellement des choses. Tu as gagné le championnat du monde junior en 97, tu as gagné la Coupe Memorial, tu as joué 508 matchs dans la Ligue nationale. Mais si on pense à ton année Midget 3A, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil peut-être aux jeunes qui la vivent cette année-là présentement, puis qui l'écoutent, la balado-diffusion peut-être à chaque semaine? Qu'est-ce que toi, tu en as le plus retenu dans ta carrière ensuite? Écoute, c'était, comme je disais en début d'émission, les études. Ma mère était vraiment priorité études. Puis quand j'ai joué Midget 3, c'était pas pour faire une carrière dans la Ligue nationale. C'était pour peut-être aller jouer junior ou peut-être même aller jouer du côté des collèges américains. Je me souviens, il y avait Michigan State et Michigan Tech, deux collèges américains qui étaient venus me parler. Et mes notes et mes études devaient être une priorité. Et lorsque je suis revenu à Québec pour jouer avec les Enfants de Beauport, je suis allé au cégep FX Garneau en sciences pures et je voulais continuer à avoir des bonnes notes. Alors, je pense que oui, on aspire tous à avoir le rêve de jouer dans la Ligue nationale, mais c'était pas mon but à moi. Quand je suis allé jouer Midget 3, mon but, c'est de pouvoir continuer à jouer au hockey et pouvoir continuer mes études en même temps. Je pense que c'est vraiment, des fois, on met trop de pression sur les jeunes joueurs, les jeunes de 15-16 ans, à vouloir rêver à la Ligue nationale et c'est plus un rêve, ça devient un but. Mais d'avoir ça comme but, c'est beaucoup de pression. Alors, je pense enlever de la pression sur les jeunes et de dire, prépare-toi pour tout. Le monde des affaires, le monde des études, le monde du hockey. Pas juste avoir le focus sur le hockey. Ben écoute, Martin, je pense que le message est clair. Merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est vraiment intéressant de t'entendre. Puis je pense que ça fait des beaux messages pour les jeunes qui vont écouter et qui voient le parcours que tu as eu, d'avoir été retranché ou en tout cas de ne pas avoir été protégé et de t'être rendu jusqu'où tu as été. Je pense que c'est un bon message pour les jeunes. Merci vraiment d'avoir été avec nous ce matin, Martin. Je te remercie beaucoup de m'avoir eu. Puis oui, être retranché et être un backup ou s'asseoir sur le banc, bien, je l'ai fait pas mal souvent. Puis j'ai continué à persévérer à me rendre où je voulais me rendre. Alors, c'est un message pour tout le monde. Merci beaucoup, Martin. Passe une bonne journée à Buffalo, puis Merci. On se reparle bientôt. Absolument. Salut. Voilà, c'était Martin Biron, ancien gardien des Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue en 1993-94, ancien gardien de la Ligue nationale de hockey et maintenant analyste à la télévision aux États-Unis pour le réseau MSG et avec nous à RDS également. Merci beaucoup à lui pour le temps qu'il a pris ce matin avec nous de parler un peu de ces souvenirs-là. Quand on approche parfois des anciens joueurs comme ça, parler d'une saison qu'on a vécue il y a 25 ans, on en a vécu tellement des choses ensuite que ça fait peut-être bizarre un peu pour eux, mais vraiment d'avoir pris le temps ce matin de le faire, c'est bien apprécié. Puis j'espère au cours des
des prochaines semaines, pouvoir vous en proposer d'autres, des entrevues avec d'anciens joueurs comme ça, parce qu'ils ont de belles histoires à partager puis à véhiculer envers les jeunes là, qui parfois vivent des échecs dans leur carrière de hockey et qui peuvent se rattacher à ce genre d'histoire-là et se dire que c'est possible quand même de poursuivre le rêve et d'aller plus loin si on veut continuer à le faire. Alors, merci beaucoup à Martin Biron. Merci également à Joey Bucci qui a été avec nous un petit peu plus tôt pour nous parler de la saison du Rousseau Royal de Laval-Montréal. En terminant, je voulais féliciter également les 20 joueurs de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec qui, ce mardi matin, on enregistre le 11 février, ont été reçus au Centre Bell par l'Organisation des Canadiens de Montréal pour recevoir une bourse d'étudiants d'excellence, une bourse de la Fédération de l'athlète d'excellence du Québec qui a été remis pour une autre année encore. C'est un partenariat qui dure depuis de nombreuses années maintenant. Alors, félicitations à ces jeunes-là qui ont mérité ces bourses-là. On en parlait avec Martin il y a quelques minutes de l'importance des études. Alors, félicitations à eux et merci aux Canadiens de Montréal et à la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec pour être de nouveaux partenaires avec la Ligue. Je voulais également, en terminant, prendre quelques instants pour offrir mes plus sincères sympathies personnelles et au nom de la Ligue à l'Organisation des élites de Jonquière et à la famille de M. Bertrand Desbiens, qui était caméraman pour les élites de Jonquière depuis de nombreuses années maintenant, qui était impliqué dans le hockey depuis nombre d'années et qui est malheureusement décédé hier, nous a quittés à 70 ans. Alors, je voulais prendre le temps de le souligner, de lui offrir mes sympathies. Je l'ai connu, M. Desbiens, il y a plusieurs années quand j'étais étudiant en ATM en 2013 jusqu'en 2016 au Saguenay. Je l'ai côtoyé à chaque week-end lorsque je décrivais les matchs des élites. C'était tellement un bon vivant qui mettait de la belle énergie sur la passerelle de presse du foyer des loisirs à Jonquière et avec qui on a eu de nombreux fous rires. Moi et l'analyste avec qui j'étais, Alex Antonacci, qui est à RDS aussi maintenant. On pourrait longtemps en parler là, des rires qu'on a eu avec M. Bertrand Desbiens. Alors, ça a été une nouvelle qui m'a vraiment attristé hier à apprendre. Alors, sincère sympathie et condoléances à sa famille, à M. Desbiens et bon repos. Alors voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup à Tim, à la technique et à Luc Dansereau, producteur au contenu également de Mission Midget 3. Ça a été un plaisir encore une fois de vous retrouver cette semaine et on se retrouvera exceptionnellement lundi prochain, non pas mardi prochain, lundi prochain en après-midi pour notre prochaine édition de Mission Midget 3A.